Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 62 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. L'ambivalence maternelle peut être l'un des sentiments les plus difficiles à apprivoiser lorsque l'on devient mère. L'ambivalence maternelle peut être l'un des sentiments les plus difficiles à apprivoiser lorsque l'on devient mère. Ce sentiment de proximité avec son bébé, mais aussi cette envie d'autonomie et de se retrouver soi, peut bousculer n'importe quel être humain. C'est ce qui est arrivé à Sophie Ebrard, photographe et créatrice de l'exposition « I didn't want to be a mom ». Je ne voulais pas devenir une mère, qui s'est tenue à Amsterdam il y a 1 an. Sophie raconte sans phare qu'elle aurait aimé 10 ans de plus avant de devenir maman pour pouvoir vivre sa propre vie à elle. Mais à 36 ans, elle sent le TikTok envahir ses pensées et se lance donc dans ce projet de faire un enfant. À l'arrivée de son fils Jules en 2013, Sophie réalise qu'elle a du mal à tisser un lien avec lui, qu'il manque quelque chose à leur relation, mais elle ne parvient pas à identifier l'origine de ce sentiment. C'est la naissance de sa fille, quelques années plus tard, qui vient tout chambouler sur son passage. Sophie découvre ce lien maternel si précieux et réalise le manque avec Jules. Dans cette exposition très forte, Sophie dédie une vidéo à cette matrescence et à son fils. J'ai personnellement pleuré en la regardant et elle est disponible sur mon compte Instagram. Une deuxième maternité qui répare la première, c'est le thème de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sophie. Salut. Ça va ? Oui. Tu es à Amsterdam, donc tu es dans une autre configuration que moi, donc je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Ça fait 1 an que j'entends parler de toi et qu'on discute. Et je suis surtout très fière d'amener une artiste dans le podcast parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc bienvenue dans la matrescence. Merci beaucoup. C'est un véritable plaisir d'être là avec toi. Je suis ravie. Alors, explique-nous, comment est-ce que toi, de ton côté, en vivant aux Pays-Bas, tu as connu ce mot matrescence? Et est-ce que ça a déclenché quelque chose en toi le jour où tu l'as lu? Moi, la matrescence, j'en ai entendu parler pas en étant aux Pays-Bas, mais en lisant un article d'Alexandra Sachs. Et ça faisait déjà peut-être, je pense, 4 ans que j'étais maman. Et ça a été un énorme soulagement. Tu peux pas savoir, quand je l'ai lu, je me suis sentie enfin comprise. Je trouvais que il y avait des mots sur ce que j'avais ressenti et que personne ne m'avait expliqué. Et en fait, moi, j'ai vraiment vécu ma matrescence, donc la transition tu l'expliques vraiment bien à chaque fois dans le début de ton podcast, qui est vraiment la transition que tu fais entre ton statut de quand t'es pas maman jusqu'à ce que tu deviennes maman. Je l'ai vraiment vécu difficilement, et en fait, qu'on m'explique ce que c'était, ça a été vraiment, oui, c'était un soulagement énorme. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman ? Oui, j'ai toujours voulu être maman. Je pense que j'avais cette idée que j'allais avoir un jour une famille, peut-être 1 ou 2 enfants, un chien. Mais c'était loin pour moi. C'était pas tout de suite. Et donc, j'ai mis d'ailleurs 36 ans à devenir maman. Je suis tombée enceinte à 36 ans. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, mon monde s'est effondré. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je voudrais encore 10 ans pour profiter de ma vie. C'était pas du tout de suite que j'avais envie d'être enceinte. T'as ressenti la pression du fait d'avoir 36 ans, de devoir faire un enfant là tout de suite
à ce moment-là parce que tu avais cet âge-là? Ouais, bah carrément, ouais. Il y a eu carrément un effet psychologique. Le jour de mes 36 ans, je me suis dit, mince, en fait, je suis jamais tombée enceinte, je sais pas si ça va marcher. Et puis, je sentais que j'avais cette espèce de date de péremption, tu sais, de mes œufs. Et en fait, je me disais, non, mais il faut qu'on essaye, faut que je sache si j'arrive à tomber enceinte. Et puis, on entend toutes ces histoires de filles qui essayent de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Ça dure 2 ans. Ma meilleure amie n'y arrivait pas. Je me disais, bon, de toute façon, ça va prendre vachement de temps. Et donc, j'ai essayé une fois. Et puis, au moment où j'ai essayé, je me suis dit, non, mais en fait, c'était une très, très mauvaise idée. Et puis, j'ai un peu oublié, je l'ai mis de côté en me disant que de toute façon, on tombe pas enceinte en une fois. Eh ben, si. 3 semaines plus tard, en fait, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et donc, ça a vraiment été un choc pour moi. Tu vois, j'ai pleuré tout le week-end. J'ai pensé à l'avortement. Mon monde entier s'écroulait. Et puis, en même temps, ça faisait déjà peut-être 10 ans que j'étais avec la personne avec qui je suis. Donc, on s'est dit que, bon, voilà, enfin, on s'est dit qu'il fallait quand même peut-être le garder. Et puis, moi, c'est ça, c'est pas, je voulais pas 2 ans de plus, je voulais vraiment 10 ans. Mais je trouvais ça vraiment dur de prendre ce chemin. Et je trouvais ça surtout dur parce que je me disais que ça allait avoir beaucoup d'implications sur ma carrière. Donc, ça faisait seulement 3 ans que j'étais photographe quand je suis tombée enceinte. Et c'était le début, c'était hyper excitant. Ça commençait à vraiment bien marcher. Je commençais à voyager partout dans le monde. Voilà, c'était vraiment le début d'un truc que j'adorais. Et puis, je trouvais que ça allait s'arrêter, quoi, sur ma lancée. J'avais peur, je me sentais un peu prise au piège. Alors, ce que je voudrais spécifier, c'est que tu n'étais pas n'importe quel photographe, puisque tu étais photographe sur des tournages de films pornographiques. Donc, c'est vrai que on est sur 2 extrêmes, là, à ce moment-là, dans ta vie. Je faisais pas que ça, mais c'est vrai qu'un de mes projets perso, qui d'ailleurs a fait un peu le tour du monde, s'appelle It's Just Love. Et donc, j'ai fait 4 ans, j'ai accompagné 4 ans un réalisateur de porno qui est écossais sur ses tournages. Donc, on est allé aux États-Unis, en Angleterre plusieurs fois, en Espagne, au Portugal. Et donc, c'est vrai que de passer du monde du porno, qui est un métier, qui est un monde fascinant, au monde de maman, c'était un petit peu difficile, oui. Donc, c'est vrai que je dis toujours que quand je suis devenue maman, je me dis, mais non, mais attends, mais j'étais sur des sets porno il y a pas longtemps, je ne peux pas pousser une poussette. C'est pas possible. D'ailleurs, je n'ai pas acheté de poussette. J'ai eu une poussette à mon 2e enfant. Mais pour le premier, j'emmenais Jules partout en ergo. Non. On voyageait partout dans le monde, dans les aéroports. J'étais en ergo avec ma valise. Je voulais pas être maman. Tu vois, c'est vrai que il y a à cette époque, donc moi, Jules est né en 2013. Je trouve que il y avait vraiment 2 catégories de personnes, enfin en tout cas dans ma tête. Il y avait les gens qui étaient cool et qui voyageaient, qui faisaient des trucs hyper bien, qui étaient créatifs, et il y avait les mamans. Et tu pouvais pas du tout être les 2. Et tu vois, j'habitais à Londres à l'époque, et il y avait un quartier dans Londres où il y avait toutes ces femmes qui se promenaient avec leurs poussettes, tu vois, et c'était vraiment le truc. J'avais pas du tout envie d'être elle. Je me disais pas qu'un jour je pouvais être elle, je m'identifiais pas à elle. Et puis je trouvais ça vraiment uncool, tu vois. Il y avait ce côté, ouais, on peut pas être photographe, artiste et aussi être cool et être maman, quoi. Et je trouve que aujourd'hui, ça a vachement changé. Tu vois, il y a Vogue qui est aux Pays-Bas, là, sort au mois de septembre, une édition spéciale maman, spéciale motherhood, maternité. Et je pense qu'il l'aurait jamais fait il y a 10 ans. Tu vois, il y a cette espèce de mode de devenir maman, c'est bien, hein, c'est bien. Et qui est moins mal perçu que ça n'a été avant, ou en tout cas dans ton milieu particulièrement. Ouais, je trouve que c'était clairement mal perçu. Ouais, il y avait un vrai truc. Et puis moi, je trouve que ça me faisait vachement peur aussi de tomber enceinte. Bon, au-delà du fait que je voulais pas devenir cette maman, je trouve que moi, j'avais vraiment très peur je ne savais pas qui j'allais devenir. Tu sais, je me disais, ah mais si ça se trouve, je vais devenir comme une de ces mamans qui ne pense qu'à son bébé, pousse son bébé dans sa poussette et ne fait que ça et ne pense qu'à ça et ne parle qu'à ça. Je trouve qu'on met tellement longtemps à se construire une identité. Et puis surtout, encore plus, je dirais à 36 ans, tu vois, moi je trouve que à partir de 30 ans, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à vraiment comprendre qui j'étais,
à savoir ce que je voulais. Donc, je suis devenue photographe à ce moment-là. Et puis, j'avais vraiment peur que d'un coup tout s'arrête, tu vois, que tout change. Et puis c'est vrai, en fait, tout change. Dans ta grossesse, tout change, ton corps change tellement. Il y a plein de choses qu'on te dit pas. D'ailleurs, il faudrait écrire un livre je sais pas s'il est déjà écrit, ce livre, sur toutes les choses qu'on ne vous dit pas sur la maternité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de silence sur pas mal de choses. Et puis voilà, oui. Et puis quand le bébé arrive, tout change, tout change. Et donc, moi, je suis arrivée à Amsterdam. J'étais enceinte de 8 mois. Et parce que mon ami habitait à Amsterdam, moi j'habitais à Londres, donc on a décidé que j'allais accoucher à Amsterdam. Et donc c'était assez difficile d'arriver en fin de grossesse avec toutes les hormones dans une ville que je connaissais pas. Je suis arrivée, tu vois, avec 1 ou 2 valises, et puis je suis arrivée dans une maison que j'avais seulement vue en photo. Et puis voilà, puis je connaissais rien et je connaissais personne, je connaissais pas la langue. Donc ça, c'était très difficile. Et alors, pourquoi est-ce que tu dirais aujourd'hui que l'arrivée de ton fils a changé ta vie? Et est-ce que tu le dis, ça? Est-ce que tu arrives à le verbaliser? Oui, non, clairement, oui. Non, il y a vraiment eu pour moi, ça a été vraiment un choc de devenir maman, tu vois. C'était, d'ailleurs, l'accouchement a été très long. Ça a duré 24 heures. Je pense que psychologiquement, je ne l'attendais pas, tu vois. Je pense que je voulais pas vraiment qu'il arrive, en fait. Et puis, ça a été un choc de me retrouver toute seule dans cette ville où j'avais pas du tout le soutien que j'aurais pu avoir si j'étais restée dans la ville où j'étais, où j'avais mes amis. Et donc, je trouve que c'était vraiment ça qui était le plus difficile. Si on parle, je trouve que moi, en ce moment, j'aime beaucoup cette notion de village. Tu sais, de se construire un village avec des femmes qui sont autour de toi et puis qui peuvent t'aider. Moi, j'essaye de plus en plus de construire ce village à Amsterdam. Je trouve que c'est vraiment dur d'être vraiment bien entourée. Et puis là, j'avais pas du tout ça, quoi. Donc ça a été un choc. Et puis ça a été surtout un choc. Donc le choc physique, je crois que ça va. On te dit, ça va être super dur. Les nuits, c'est difficile. Mais tu t'en remets un peu des nuits. Bon, il y a aussi une organisation. Mais c'est vraiment le choc psychologique, mentalement. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une perte totale d'identité. Ça a été un changement sismique. Je sais que ta transition donc, dans la maternité, elle n'a pas été des plus simples. À quel moment est-ce que toi, tu réalises que le lien avec ton fils, avec Jules, il est difficile à se mettre en place? En fait, tu sais, on parle de l'article de la matrescence tout à l'heure qui m'a fait un tel soulagement. Je trouve que j'ai toujours eu cette culpabilité de sentir que j'étais pas 100% dedans, que je sentais bien. En plus, moi, j'avais cette double peine parce que mon ami adore être parent, être papa. Alors c'est vraiment c'est son truc. Et ils sont vraiment en fusion avec Jules depuis le début, même depuis le moment où Jules était dans mon ventre. Tu vois, on se voyait pas très souvent, on se voyait le week-end. Et quand on se voyait, Jules devenait dingue dans mon ventre. Il faisait des bonds. Tu vois, je pouvais pas dormir contre lui parce que sinon il me réveillait la nuit. Et tu vois, il y avait vraiment déjà dans le ventre cette espèce de communion, c'était complètement fou. Et puis quand il est sorti de mon ventre, c'était pareil, ils sont toujours d'ailleurs vraiment en fusion. Et donc je me sentais un peu, je me sentais vraiment coupable, je me sentais exclue, j'avais peur d'être la seule maman au monde à penser ça. Tu vois, je me disais que j'étais la seule maman au monde à ne pas forcément aimer être maman. Et j'ai trouvé ça super difficile. Et alors, à l'époque, j'avais recherché sur Internet et puis il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait juste un photographe qui s'appelle Philippe Toledano qui avait écrit un livre qui s'appelle The Reluctant Father. Et c'est assez beau, c'est un recueil de photos de sa fille. Et puis à la fin, il y a une jolie note où il dit « Oh, en fait, je te connais maintenant, t'as 5 ans, ou elle a 5-6 ans. Et en fait, si j'avais su que t'étais toi... voilà, j'aurais pas été autant en souffrance sur ton arrivée. »
Et donc, c'était vraiment beau. Et tu voyais vraiment que le mec, il avait vraiment galéré pour devenir papa. Tu vois, sa transition, ça avait été difficile. Et donc, je me disais, bon, alors dans le monde entier, il y a Philippe Toledano et moi qui pensons que c'est difficile d'être, tu vois, d'être parent et qu'on n'a pas envie d'être parent, quoi. Et donc, je me disais, mais bon, lui, c'est un mec, donc je sais pas, c'est pas du tout la même chose. Il a pas eu des hormones. Donc, il y avait beaucoup de culpabilité là-dessus, quoi. Tu dis dans une vidéo qui est magnifique que tu as faite pour ton expo dont on va parler tout à l'heure que quand il est né, tes mains n'ont pas été le chercher instinctivement. Ça aussi, ça t'a questionné de te dire que le lien physique, tu l'as pas cherché tout de suite, puisque c'est un peu l'image qu'on vend quand même de la maternité où le bébé sort et tout le monde est heureux et tout va bien. Ouais, non, non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vraiment le paradoxe de la maman parce que en même temps, donc j'ai pas eu cet instinct de le prendre et à la fois, je lui ai donné le sein pendant 11 mois. Et puis à la fois, tu vois, je pouvais pas me détacher de lui, donc je pouvais pas le quitter plus d'une journée. Moi, ça me semblait complètement impossible. D'ailleurs, c'était aussi ce qui était aussi difficile au niveau crise identitaire, c'est que du coup, j'ai essayé de continuer à faire ma vie comme elle était avant avec lui. Et donc, parce que je pouvais pas me séparer de lui. Bon, en plus, physiquement, quand t'allaites, tu peux pas être séparé. En plus, le début, je trouve que c'est vraiment tellement dur parce que tu dois te donner le sein toutes les 2 heures. Donc, si t'as envie de t'échapper, d'aller boire un café ou un truc comme ça, tu sais que t'as à peine 2 heures, quoi. Tu l'allaites, tu pars vite en courant et tu reviens. T'as comme une espèce de chaîne. C'est presque, tu vois, il y a un truc vraiment physique, quoi. T'es un peu dans une espèce de prison avec ton enfant. Et puis bon, après, quand il est devenu un peu plus grand, je crois que j'ai commencé à retravailler. Il avait à peu près 6 mois. Et puis oui, je l'ai emmené partout. Et donc je faisais vraiment, je faisais semblant d'être la femme active qui arrivait sur tous les plans, qui arrivait avec le bébé. Mais c'était quand même difficile. En plus, à l'époque, donc j'ai shooté une campagne avec Roger Federer, avec James Cameron. Et donc, ça a impliqué de voyager. Donc, je suis allée en Suisse pour voir Roger Federer. Et à l'époque, c'était tellement mal vu le breastfeeding, de donner le sein, que en fait, j'en ai pas parlé avec les gens avec qui je bossais. Donc, il y avait que ma productrice qui le savait, l'agence le savait pas, le client le savait pas, et Federer non plus. Et alors que il était papa. En plus, je crois qu'il attendait des jumeaux à cette époque-là. Ah oui, oui. Il aurait complètement compris. En plus, enfin, c'est un homme extraordinaire. Il aurait adoré savoir que j'étais maman d'un petit garçon. Et donc, j'ai ce souvenir tu vois, fallait que je l'allais tous les 4 ou 5 heures, un truc comme ça. Et donc, j'avais mes seins qui commençaient à exploser. Je sentais que Jules, il fallait qu'il mange. Et donc, on avait organisé avec ma productrice, que le bébé allait venir sur le set. C'était ma maman qui était là, cette fois-ci. Et donc, elle s'était garée un petit peu plus loin de la maison où on était. Et puis moi, je courais dans la rue pour pas perdre une seule seconde. Tu vois, j'avais prétexté d'aller aux toilettes. Et donc, je courais dans ma rue, je me déboutonnais la chemise. Et donc, je suis rentrée dans la voiture, j'ai mis Jules au sein. Il fallait que personne parle, tu vois, il fallait que ce soit top minute, 10 minutes chrono, tu vois, il fallait que je reparte super vite. Et donc, je lui donne le sein. Bam, je le rends à ma mère, je repars dans la rue en courant, en me reboutonnant la chemise. Et puis j'arrive sur le set et la productrice me dit « Mais t'étais où ?» Non, mais j'étais aux toilettes, tu sais. Et puis encore tout essoufflé, un peu genre donc voilà. Et puis donc tu vois, je trouve que ça a contribué aussi au fait que ce soit difficile, tu vois. Il fallait que je continue à bosser et puis que en fait je cache aussi cette maternité. Donc je me sentais pas soutenue, je trouve que je me sentais pas non plus soutenue par la société. En fait, c'est totalement la phrase, tu sais, qu'on dit, on demande aux femmes d'élever des enfants comme si elles ne travaillaient pas et on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants. Là, c'est l'exemple typique de ce que t'as vécu. Ouais, c'est tellement vrai. Et puis c'est vrai que ce paradoxe, elle l'explique aussi super bien, Alexandra Sachs, dans son article. Tu sais, quand elle dit le push and pull, tu sais, c'est le côté, on a tellement envie d'être proche de son bébé, et à la fois on a très très envie d'espace. Et ça, je le ressentais vachement.
Et je trouve que c'était difficile de pas se sentir aidé par la société, soutenu, et de sentir ces deux sentiments opposés tout le temps, en même temps. Je trouve que c'était tellement fatigant que voilà. Et puis on parlait pas. Enfin, moi j'aurais adoré que ton podcast existe à ce moment-là. Oh, ça aurait été tellement bien. On parlait pas de merci pour toutes ces femmes. Non, mais on parlait pas de crise identitaire. Je trouve que on t'en parlait pas, quoi. Donc après avoir vécu tout ça, ouais, moi j'ai aussi commencé à vouloir partager mon expérience parce que une fois que j'ai compris que j'étais normale, parce qu'il y a eu tellement de moments où je me disais que j'étais pas normale. Et une fois que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas que moi, je me suis dit, mais non, mais il faut vraiment que j'assiste tout le monde, toutes les amies qui tombent enceintes. Donc moi, j'ai commencé à faire mon petit chemin. Dès qu'il y avait quelqu'un qui tombait enceinte, je me suis dit, ah, ça va, je serai là pour toi. Et puis quand elles devenaient maman, je disais, bon, ça va, c'est dur, hein, je sais que c'est dur. Puis je leur expliquais un peu ce que j'aurais adoré qu'on m'explique, quoi. Que c'était une transition et que c'était super normal et que tout le monde fait cette transition. Il n'y a pas une seule femme qui va pas le faire. Donc peut-être que ça va durer 2 mois, 1 mois, 3 ans. Moi, je crois que je suis encore en pleine matrescence. Tu sais, je crois que je suis encore en pleine transition. Alors, je voudrais parler d'un point important parce que c'est le contexte dans lequel tu donnes naissance à ton fils. Tu es aux Pays-Bas. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous le savez, aux Pays-Bas, il y a une politique de maternité qui est différente de celle de la France, que je trouve géniale d'ailleurs. J'aimerais que la France prenne exemple sur les Pays-Bas. Ça a changé quoi pour toi de baigner dans cette culture hollandaise par rapport à ta maternité ? Oui, donc c'est fou parce que moi, quand je suis arrivée à Amsterdam, donc à 8 mois de grossesse, j'avais cette idée en tête que j'allais avoir une péridurale. Et puis voilà, c'était tout. Je m'étais même pas posé la question. Et puis en fait, au fur et à mesure de discuter avec les gens, de discuter avec ma sage-femme, j'ai vraiment vu et compris qu'il y avait un autre système. Donc c'était quand même 3 semaines avant d'accoucher, quoi. Et je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est pas mal ce truc. Et puis, je sais pas, je me suis laissée convaincre. J'ai vraiment commencé à préparer mon accouchement tellement tard. Je l'ai préparé, tu vois, quand je suis arrivée, en fait. Parce que j'étais tellement pétrifiée par cette idée de devenir maman que j'avais un peu, tu vois, je m'étais un peu caché la tête, tu vois, en me disant, bon, écoute, tant que t'es à Londres, t'accouches pas, t'es pas maman, et puis on verra quand tu seras à Amsterdam. Donc les 8 premiers mois, j'avais pas trop lu de livres, je m'étais pas trop renseignée. Et puis en fait, je trouvais ça magnifique, cette idée d'accoucher naturellement pour toutes les raisons qu'on connaît, en fait. Et puis donc je me suis laissée un peu porter. Donc j'ai pas complètement accouché naturellement et j'ai pas accouché chez moi pour le premier. On était dans une maison de naissance à l'hôpital, et puis au bout d'un moment, au bout de 12 heures, je crois que j'en pouvais plus, donc j'ai eu de la morphine. Mais voilà, après Jules est venu naturellement. Et c'est à la naissance de ma fille, donc mon deuxième enfant, que là j'ai accouché chez moi, et c'était merveilleux. C'était incroyable de pouvoir accoucher chez soi sur son canapé. D'ailleurs, c'est fou parce que en Hollande, quand tu dis à ton assurance que tu es enceinte, un tout petit peu avant l'accouchement, peut-être 2 mois avant l'accouchement, ils t'envoient un kit, un carton avec tout ce qu'il faut pour accoucher. Donc, tu as à la maison, truc médical, tu as les culottes, les fameuses culottes que tout le monde adore après l'accouchement, tu as de quoi couper le cordon, tu as des draps pour pouvoir, tu vois, des espèces de petits draps pour pouvoir couvrir les canapés, les lits, les trucs comme ça. C'est fou. Ah oui, je te confirme que c'est pas comme ça en France. J'ai dû acheter tout ça. Ah, ah bah ouais. Alors, tu peux nous expliquer du coup comment est-ce que tu en es venue à vouloir un deuxième enfant, en sachant que ta relation avec Jules, elle avait été compliquée. Ce changement, en tout cas, de toi en tant que femme a été difficile à vivre. Comment tu t'es dit, vas-y, je repars pour un tour, parce que je sais que c'est une question que beaucoup de femmes se posent. Oui, en plus, surtout en ayant écouté l'avant, en disant que j'avais tellement souffert pour ce premier. Écoute, je sais pas, je crois que je me suis laissée
je me suis laissée convaincre par le papa de Jules qui avait vraiment envie d'un deuxième enfant. Peut-être par la société, et puis aussi par l'idée que j'avais d'une famille. Je crois que moi, je m'étais dit que je pense que j'avais envie d'avoir plusieurs enfants. Je me souviens qu'on était partis en vacances au Brésil et on avait vu ce couple qui avait une petite fille qui était avec eux, qui avait à peu près 8 ans. Et en fait, la dynamique était pas celle qu'on aimait. Tu vois, il y avait un truc, je sais pas, je la trouvais triste. Et je me disais quand même, quand t'es 4, c'est beaucoup plus équitable, pas équitable, mais égal. En tout cas, je me disais, ah, 2 enfants, 2 parents, je trouve que c'est mieux. C'est mieux pour les enfants et même mieux pour les parents, je pense. Donc voilà. Donc je me suis laissée convaincre. Et puis finalement, c'est pas venu tout de suite. Donc c'était pas la première fois que c'est venu. Ça a mis vraiment longtemps. J'ai mis 1 an pour tomber enceinte. Et puis c'est marrant parce que pendant ma grossesse, je me disais que je savais ce qui venait. Tu vois, j'avais le sentiment que voilà, que je savais que je savais un peu mieux comment j'allais gérer l'enfant, que voilà, je savais un peu mieux ce qui m'attendait. Et en fait, pas du tout. Et en fait, ça a vraiment été une révélation, ce deuxième enfant. Quand Louison est né, donc en plus son accouchement, même s'il a été un peu long, ça a duré 12 heures et elle faisait 4 kilos. Donc moi, je suis pas très très grande. Je fais 1m60 et voilà, 4 kilos pour moi, c'est quand même vraiment beaucoup. Je pense que d'ailleurs, si on m'avait dit qu'elle faisait 4 kilos, je sais pas si je l'aurais fait. Mais quand elle est sortie, vraiment, elle faisait plus grosse que moi, quoi. Et donc, mais bon, en tout cas, c'était bon, c'était magnifique. Et puis, ça a vraiment été une révélation. Je dis quand elle est née, moi aussi, j'ai l'impression d'être renée, comment on dit? D'avoir une renaissance. D'avoir eu une renaissance en tant que maman, en tant que femme, en tant que maman. Tout a été bouleversé, tout a changé encore de nouveau. Donc, j'ai trouvé ça magnifique et c'est vrai que du coup, pour les gens pour les femmes qui ont un enfant et puis qui ont eu tellement peur, qui ont été tellement choquées par le premier, parce que c'est quand même un choc existentiel, le premier enfant. Moi, j'ai toujours envie de leur dire que peut-être qu'un deuxième, ça va calmer les blessures du premier. Ça va, ouais. Je trouve ça beau. Enfin, c'était magnifique ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si tu avais vécu une deuxième matrescence, mais avec un deuxième changement d'identité et d'approche de la maternité. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça que j'ai encore l'impression d'être en pleine matrescence. D'ailleurs, ça s'arrête quand la matrescence? Est-ce qu'on peut me dire? Parce que Louison a 2 ans et demi et c'est vrai que ça change encore. Je trouve que ça change tous les jours mon rapport avec la maternité. Donc tu pourrais aussi dire que finalement la naissance de ta fille, ça t'a réparé? Ouais, complètement. Ouais. Ouais, ça m'a réparé et puis ça m'a fait voir les choses différemment. Tu vois, il y avait beaucoup de j'en voulais un peu à la terre entière quand Jules est né. Il y avait des choses que je pouvais pas faire parce que étant donné que je devais l'emmener sur tous les jobs, il y avait certains jobs, tu vois, je pouvais pas faire. On m'a proposé de partir aux États-Unis dans un concert, il fallait que je shoote, je sais pas, à 3h du matin. J'étais là, non mais ça va pas être possible. Et donc, mais je trouvais que j'étais frustrée de ça, d'avoir dû faire des sacrifices et d'avoir dû changer des choses à ma vie, à la façon dont je vivais. Et puis quand Louison est née, en fait, ouais, je sais pas, j'étais beaucoup plus sereine. Alors c'est marrant parce que quand elle avait 6 semaines, on m'a appelée pour shooter Martin Scorsese, James Cameron, Alejandro Iñárritu et Catherine Bigelow, qui sont quand même des dieux du cinéma, quoi. Et je me disais, waouh, c'est incroyable comme expérience, quoi. Mais j'ai dit non. Donc, j'ai un peu versé 1 ou 2 larmes d'abord. Et puis après, j'ai dit non parce que, en fait, je me voyais pas prendre des gros jobs comme ça, de shooter des personnalités comme ça, en étant encore, tu vois, super fatiguée, complètement déphasée, pas du tout
pas du tout en forme. Et puis aussi, je me disais, j'ai pas envie qu'on m'enlève ces moments avec elle. Tu vois, elle sera aussi petite, elle aura 6 semaines que pendant vraiment très peu de temps. Et du coup, j'avais envie d'en profiter. Et donc, l'agence qui m'a proposé le boulot m'a rappelé 3 fois en me disant, mais vous êtes sûre? Je pense qu'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais voilà, j'ai dit non. Alors, toute cette histoire autour de ta maternité a finalement s'est transposée dans ton art, puisque tu as voulu créer une exposition qui a eu lieu l'année dernière à Amsterdam, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, qui s'appelle I Didn't Want to Be a Mom. J'aime beaucoup le titre déjà, je ne voulais pas être une mère. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu transposer tout ça sur une exposition? En fait, il y a eu vraiment la naissance de Louison qui m'a fait prendre conscience que de ce que j'avais vécu avec Jules, que ça avait été difficile et mais que c'était une transition qui était normale. Et en fait, à chaque fois que j'avais des amis qui étaient enceintes, donc comme je te le disais tout à l'heure, moi j'avais vraiment envie de les aider. Tu vois, je me disais il faut que je les aide, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais vraiment ce truc en moi d'utiliser la photographie et d'utiliser être artiste pour être vraiment une voix pour parler, pour raconter des choses qui sont des tabous. Et je crois que quand même, tu vois, tout ce que je viens de raconter, c'est quand même un tabou là. Le fait de dire que tu vois, moi j'ai pas vraiment aimé mon rôle de mère au début, que j'ai vraiment eu des difficultés à avoir un lien fort avec Jules. D'ailleurs, je trouve que je travaille beaucoup dessus et je continue à essayer de vraiment d'être plus proche de lui, mais ça n'a pas été inné en fait, et c'est toujours pas inné. Et ça, c'est aussi, tu vois, c'est vraiment des tabous. On n'en parle pas du tout, je trouve. Et donc, j'avais vraiment envie d'être cette voix. Et puis aussi, je pense que ça servait aussi comme un peu une petite thérapie pour moi d'explorer ça. Donc, j'ai fait une exposition, donc oui, l'année dernière, pendant Unseen. Cette exposition a eu lieu chez moi. J'ai la chance d'avoir un endroit qui était pas loin du lieu d'exposition, qui est une grande maison. On a tout déménagé. En plus, j'habite au rez-de-chaussée, donc tu vois, ça faisait vraiment galerie. Et puis donc on a mis en place l'expo. Donc l'expo, en fait, il y a des autoportraits donc l'exposition est composée d'autoportraits, des autoportraits de Louison et de moi. Il y a des photos d'elle en tant que bébé, des parties de son corps. C'est assez charnel. C'est vraiment c'est très c'est voilà, c'est sur le corps, c'est vraiment je trouve que les photos sont vraiment synonymes de la maternité. Donc il y a cette photo de Louison qui a son pied qui pousse mon sein, et tu vois cette espèce de force de l'enfant, et puis tu sais que je sais pas comment expliquer, c'est vraiment le tiraillement de la maternité, c'est tout ce que tu subis en tant que maman, tu sais. J'ai mis aussi en bouteille l'odeur du haut du crâne du bébé. Donc ça, c'était quand tu arrivais dans l'exposition, tu pouvais aussi sentir cette odeur. C'était en forme de parfum, tu te le mettais sur toi. Et donc j'avais vraiment envie que les 5 sens soient en éveil. Il y avait une petite pièce où on pouvait rentrer seulement une personne à la fois. Et donc dans cette petite pièce qui était avec des lumières tamisées, avec une lumière un peu rouge, il y avait pendant 4 minutes le son d'une femme qui accouchait. Et alors, c'était vraiment un truc très puissant. En plus de ça, il y avait 3 photos de ma dernière naissance, de la naissance de Louison. Des photos qui sont un peu crues, tu vois. On voit une photo du placenta au flash qui est assez crue. Une photo, la photo où je suis vraiment en train d'attraper Louison. Pour le coup, quand Louison est née, j'ai vraiment mes bras sont vraiment allés la chercher. Donc il y a cette photo là où je vais la chercher. Et puis il y a une photo de moi après l'accouchement où j'ai vraiment une tête de genre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on entrait dans cette pièce, on était tout seul, et donc d'entendre cette femme qui accouche avec des cris qui ressemblent d'abord à des cris d'orgasme, hein, puis après on se rend compte que c'est en fait une femme qui souffre, jusqu'au moment où le bébé sort, et
et elle voit le bébé pour la première fois et dit oh, il est trop beau, merci. Mais rien que, tu vois, rien que de parler de cette pièce et de ce son, moi j'en ai les larmes aux yeux parce que c'était tellement émouvant de revivre. Moi je pleure à chaque fois que j'entends l'enregistrement. C'est tellement émouvant de revivre cet accouchement. Donc pour les femmes qui avaient accouché, je crois que c'était vraiment incroyable. Elles se revoyaient accoucher, quoi. Donc ça, c'était une des parties de l'expo. Ensuite, il y avait une photo de Louison qui pleure, qui était imprimée sur un voile, donc il fallait qu'on la traverse. J'aimais bien cette photo parce que c'était vraiment l'antithèse de ce que l'on voit sur Instagram aujourd'hui, avec les mamans qui sont toutes heureuses avec leur bébé parfait. Donc j'aimais bien voir ça. Et puis ensuite, à la fin, il y avait un journal intime qui expliquait tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, qui explique que voilà, je voulais pas être maman, que je trouvais que c'était uncool d'être maman et que j'ai eu des difficultés à vraiment créer le lien avec Jules. Et alors, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé, c'est que je crois que c'est vraiment cette partie de l'exposition qui a touché tout le monde. Et je crois qu'il y a 90% des gens qui ont lu le journal ou qui l'ont écouté, qui ont pleuré. Et donc, c'était bien parce que c'était au fond de l'appartement, donc les gens pouvaient se remettre un peu de leurs émotions avant de retourner, de repartir de l'expo. Et en fait, d'ailleurs, on a dû acheter des boîtes de Kleenex parce que tout le monde pleurait. C'était pas possible, donc on avait des boîtes de Kleenex à côté de la salle de l'accouchement et du journal intime. Mais c'était fou de voir que ce texte avait touché autant de monde. Tu veux dire c'est vrai que dans le mini-film qu'on peut voir, c'est ce texte aussi qui est très fort où c'est une lettre d'amour à ton fils et une lettre d'excuse. Et je pense qu'en tant que parents, on a tous cette vulnérabilité en nous d'essayer de se dire on fait le mieux qu'on peut pour nos enfants, mais parfois on a conscience qu'il peut manquer quelque chose. Et je trouve que c'est très beau. Moi, personnellement, j'ai pleuré en regardant cette vidéo. Que tu arrives à prendre ce recul et au final, c'est une lettre d'amour à ton fils. Oui, complètement. Oui, c'est... En fait, toute l'exposition est pour lui, finalement. Alors qu'il y a les 3/4 des photos qui sont de Louison, mais en fait, vraiment, l'expo est pour lui. Donc, c'était assez marrant, d'ailleurs, parce que quand je préparais l'expo, je me disais, je vais écrire sur les fenêtres de la maison I didn't want to be a mom, tu vois, et tous les voisins vont voir ce mot. Je me disais, oh là là, bon, comment ça va se passer dans le voisinage? J'avais un petit peu peur, tu vois, de la réaction des gens. Enfin, j'étais pétrifiée de la réaction des gens parce que c'est quand même, je me suis mise dans une position quand même super vulnérable. Peut-être naïvement, je sais pas, mais en tout cas, c'est un tabou dont on parle pas. Donc, c'est vrai que le mettre en gros sur les fenêtres de sa maison et puis organiser une expo chez soi, c'était quand même assez, voilà, c'était quand même un travail difficile. Mais ce qui a été magnifique, c'est de voir la réaction des gens, en fait, la réaction des femmes, cette honnêteté appelle de l'honnêteté et de la vulnérabilité. Et donc, ouais, il y a tellement de femmes qui sont venues pleurer dans mes bras en me disant oh, c'est fou, je me reconnais vraiment, c'est une vérité universelle, je me sens enfin comprise, merci au nom de toutes les femmes, ça y est, je me sens plus seule. C'était vraiment dingue. Et puis des femmes qui avaient toutes des histoires différentes en plus. Donc il y avait cette femme qui me disait qu'elle avait fait une VIF, qu'elle avait vraiment galéré pour avoir des enfants et que quand elle était enfin devenue maman, et ben ça avait été super difficile pour elle parce que je crois qu'elle avait rêvé de cet enfant tellement que de la réalité et la difficulté de la crise identitaire voilà était encore plus dure. Donc il y avait cette femme qui devait avoir, je sais pas, 75 ans, qui est venue me voir, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a serré fort, qui est repartie sans rien dire. Et puis tu sentais qu'elle avait vraiment gardé au fond d'elle cette émotion depuis peut-être 30 ans. Donc je trouvais ça magnifique de porter ce message et de voir le bien que je faisais aux femmes. Non, je trouvais ça fou. C'est assez rare de voir des expositions sur le thème de la maternité qui ne soient pas un peu
Enfin, qui soit vrai et brut et aussi tranchant. Tu t'attendais à quoi de la réaction du public? Euh, j'avais très peur et j'avais peur de ne pas être comprise parce que même s'il y a ton podcast, même si on parle plus de la matrescence, voilà, ça reste encore un tabou. Et donc j'avais peur d'être seulement la seule personne à penser ça avec quelques autres femmes. Et donc la révélation vraiment, ça a été que c'était universel. Et puis je me souviens, c'est vrai que au, pour le vernissage de l'expo, j'avais très peur que les gens viennent et puis qu'ils regardent les photos et puis qu'ils disent ok, je sais ce que c'est. Bon, c'est une exposition sur les bébés. Bon, et puis qu'ils boivent une coupe de champagne et qu'ils repartent. Et en fait, il y a 200 personnes qui sont venues le premier jour de l'expo et tout le monde a joué le jeu, tout le monde a vraiment attendu pour lire et écouter le journal intime, pour aller dans la pièce de l'accouchement. Et en fait, il y a vraiment eu des liens qui se sont créés entre les gens. Donc, j'ai une amie qui me racontait que elle avait attendu, elle attendait tellement. Finalement, elles ont fini par lire avec deux autres filles le journal intime toutes les trois. Même si elles se connaissaient pas, elles l'ont lu toutes les trois. Et puis en fait, elles étaient en larmes au même moment, toutes les trois. Donc, je trouvais ça dingue de voir que, voilà, que tu ailles dans une exposition. C'est vrai que c'est rare d'aller dans une exposition de photos et de ressortir en pleurant. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi, j'adorerais que cette exposition continue et qu'elle voyage au travers le monde parce que j'ai envie de montrer aux gens j'ai envie de montrer aux femmes que c'est universel et que voilà tout ce par quoi je suis passée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par là à des degrés différents évidemment et avec leurs histoires, mais c'est universel. Et puis je trouve que les hommes aussi devraient l'avoir parce que voilà, au moins je pense qu'ils comprendraient aussi ce par quoi passent leurs femmes. Alors, on est en 2020, on est 7 ans après ton premier enfant. Est-ce que tu regrettes le timing finalement? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu ces 10 ans de plus où tu as pu vivre cette année complète avec tes 2 enfants? Bonne question. Écoute, je suis contente que ce soit fait. Comme ça, c'est fait. Je peux me concentrer sur le reste. Non, mais je sais pas ce qui serait passé si j'avais eu 10 ans de plus. Ah, qu'est-ce que je me serais marrée. Non, je sais pas. C'est une bonne question, mais non, mais évidemment, je regrette en aucun cas la vie que j'ai construite et puis eux. Enfin, c'est un cadeau tous les jours. C'est vrai qu'au-delà de la matrescence, au-delà de la crise identitaire et de la difficulté, voilà, c'est deux enfants formidables. Je pourrais pas vivre sans eux, malheureusement. C'est pour ça que c'est difficile. C'est vrai, le push and pull. Exactement, on en revient toujours là. Et dans cette magnifique vidéo que j'encourage vraiment tout le monde à voir, qui dure 5 minutes, tu parles pas mal de cette image de la femme moderne et je te rejoins là-dessus. Aussi parce que moi, je me suis construite avec cette image-là de femme Wonder Woman et qui doit gérer sur tous les plans et qui finalement est un peu ébranlée par la maternité parce que on en revient à des choses un peu plus vulnérables et anciennes et sacrées. Tu penses que la société, elle a quoi comme rôle à jouer pour éviter que nous, les femmes modernes, les femmes des villes qui sommes peu connectées à la nature et à nos corps, on puisse vivre un peu plus sereinement notre maternité? Ah la société, elle a tellement à changer et un rôle à jouer fou là-dessus, je trouve. Je trouve qu'on en est vraiment encore au début de soutenir les femmes. Enfin, on est quand même la moitié de la population. Et tu vois, je le disais tout à l'heure sur l'exemple de cacher mon enfant sur le set pour pas qu'on le voie. Quand Louison est née, ça s'est reproduit en fait, donc je l'ai encore allaité pendant longtemps. Et puis au début, je me disais bon, écoute, on est en 2017, les mentalités ont évolué. Je pense que je peux lui donner le sein. C'est pas, on va pas me poser des problèmes pour ça. Et donc je l'ai emmené sur des shoots et jusqu'au moment où on m'a annulé un job quand la productrice a commencé à dire qu'il fallait que j'allaite ma fille à l'heure du déjeuner.
En plus, c'était seulement, tu vois, un quart d'heure, elle était déjà bien grande. Et donc, ça m'a vraiment ébranlée. Et puis, c'était comme la cerise, tu vois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était pas juste un accident isolé, c'était vraiment tellement de problèmes à chaque fois que je voulais partir avec Louison et que je voulais voyager avec elle et que je l'emmenais en shoot. Je sentais que ça faisait vraiment des problèmes. Et donc, je me sentais pas soutenue. Et je trouve ça difficile parce que déjà, il faut que tu composes avec ton nouveau rôle de maman. Et il y avait des fois où je me disais, tu vois, peut-être que je fais une bêtise, peut-être que en fait j'en veux trop, peut-être que je veux être une femme moderne qui travaille, mais que je veux aussi allaiter, avoir ma fille, peut-être que tu vois, peut-être que je devrais arrêter d'allaiter. Et puis je pars. Et en fait, c'est vraiment, voilà, tu n'arrêtes pas d'allaiter pour un job, quoi. C'est pas comme ça qu'on devrait penser. On devrait se sentir beaucoup plus soutenu par la société. Là, moi, j'avais tellement peur d'être ostracisée, de plus être pertinente dans mon travail. Du coup, ça m'a aussi rempli de doutes. Et puis, je trouve que je me suis sentie tellement vulnérable après mes 2 grossesses, après mes 2 accouchements. Je pense que quand t'accouches, tu t'ouvres tellement que à un moment donné, tu vas forcément être vulnérable pendant un petit moment. Il va falloir que tu te refermes, quoi. Et donc, ça n'aide pas. Moi, ça m'a pas du tout aidé. Bien au contraire. Donc, j'ai écrit un article qui a fait pas mal de bruit en Angleterre où j'ai expliqué que voilà, qu'on m'avait annulé un job et que c'était pas possible de faire ça, et que la société devait changer et qu'elle devait changer pour les mères. Et donc elle a fait son petit bout de chemin. Donc heureusement, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. On m'a dit que les agences allaient mettre en place des choses pour pas que ça se reproduise encore. Donc voilà, mais c'est vraiment que le début, parce que quand on est photographe, évidemment, c'est un métier créatif. Donc moi, je suis freelance, je peux décider de partir, de voyager quand je veux. J'ai pas un boulot où je dois être de 9h à 19h dans un bureau. Donc c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que si même nous, les professions créatives, on n'est pas soutenus comme ça, alors t'imagines, quand tu travailles dans un bureau, c'est juste pas possible. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que ton fils a vu tout ça? Est-ce qu'il sait ce rapport ambivalent que tu as eu à la maternité et à sa naissance? Oui, il a vu l'expo. Donc, il avait 6 ans à l'époque. Je ne sais pas dans quelle mesure il comprend encore très bien le sujet de l'expo et ce que j'ai voulu dire. Mais maintenant que j'ai plus de mots pour en parler, c'est vraiment un thème que j'ai envie d'aborder avec lui quand il sera en âge de comprendre un peu plus. Et puis, je trouve ça important aussi pour les générations futures. Moi, j'ai envie qu'ils sachent, j'ai envie que Louison sache, tu vois, c'est que ça fait partie intégrante de devenir maman. Et puis aussi, je pense que en étant vulnérable et en leur disant que voilà, que j'ai peut-être fait des erreurs, que j'ai peut-être pas compris, que je l'ai peut-être pas compris tout de suite, je pense que c'est aussi bien de voir qu'ils voient qu'on n'est pas parfait, qu'on tombe un peu de notre piédestal de maman et papa. Mais non, mais ce qu'on a fait, ce qui était beau, c'est que lui, il peint beaucoup, c'est un artiste. Et donc, on a peint ensemble, enfin, c'est lui qui a peint sur une des photos de l'expo, sur la photo, en fait, qui était la dernière photo où on le voit sur un fond noir. Et elle est assez belle, cette photo. Il est un peu en position fétale. Donc, elle était en même temps que tu vois, tu la voyais en même temps que tu lisais le journal. Et donc, il a peint sur cette photo, c'est magnifique. Donc voilà, j'essaie de faire plus de trucs avec lui, de vraiment rentrer dans son monde. Et puis, donc, je trouvais ça beau, voilà, tu vois, je trouvais que c'était une jolie conclusion à l'expo que lui-même peigne sur sa photo. Et puis que ça devienne un projet commun. C'est vrai, puisque I Didn't Want to Be a Mom a commencé avec lui. Et au final, tu pourrais dire l'inverse. I Want to Be a Mom maintenant. Ouais. Pas tous les jours, mais oui. Presque tous les jours. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de me répondre. Merci à toi. Merci infiniment de m'avoir invitée sur ce podcast. Et puis, je
te souhaite une belle naissance. Merci. Et moi, j'espère un truc, c'est pouvoir un jour voir ton expo en France. Espérons. C'était Sophie Hébrard, photographe, créatrice de l'exposition I Didn't Wanna Be a Mom sur la matrescence. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon site web est en ligne. Allez-y, faire un tour pour trouver de nouveaux épisodes. Le lien est dans les notes. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.